Sarreguemines se transforme grâce au programme Action Cœur de Ville et à des investissements portés par Action Logement. Une déambulation a été organisée pour présenter aux acteurs locaux et aux investisseurs les travaux déjà réalisés. Ces efforts visent à améliorer l'accès au logement, notamment en prévision de l'arrivée d'Holosolis. Plus de 2 millions d'euros ont déjà été investis pour réhabiliter des logements dans la ville. À Ormersviller, une rencontre transfrontalière a célébré la réception officielle de 2 nouveaux bancs à la frontière. Élus allemands et français étaient conviés. À l'espace entreprise de Sarreguemines, une réunion a permis aux créateurs d'entreprises, accompagnés par la pépinière, de présenter leurs projets à quelques élus locaux. C'était l'occasion de revenir sur le dispositif A2I qui aide les petites entreprises à s'implanter sur le territoire de la Casque. Loane et Juliana, 2 jeunes talents de The Voice Kids, participeront au battle demain soir sur TF1. Élèves de Marina D'Amico, ils ont impressionné le jury lors des auditions à l'aveugle. Ils devront maintenant se démarquer pour espérer atteindre la demi-finale. Rendez-vous demain pour découvrir leur performance. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En fin d'émission, Camille nous emmènera prendre l'air à la campagne pour découvrir le monde agricole. Elle a rencontré des agriculteurs des 2 côtés de la frontière. Mais tout de suite, direction la ville avec notre premier reportage. Depuis quelques années, la municipalité œuvre activement pour transformer sa ville en mettant l'accent sur le logement. Le plan national Action Cœur de Ville accompagne cette initiative visant à améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes. Sarreguemines peut compter sur le soutien d'Action Logement qui finance certains projets immobiliers. En contrepartie, les logements remis en location bénéficieront aux salariés, renforçant ainsi le lien entre l'emploi et le logement. Regardez. À Sarreguemines, la ville se transforme grâce à des initiatives visant à redynamiser son centre-ville et ses alentours proches. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, en collaboration avec Action Logement, une déambulation est organisée pour montrer aux acteurs locaux et aux futurs investisseurs les investissements déjà réalisés. Pour nous, cette déambulation est très importante. Nous avons une quarantaine d'invités présents qui vont découvrir en fait du concret, c'est-à-dire au-delà des chiffres, au-delà des aides que l'on peut voir sur le papier, on voit effectivement les propriétaires qui se sont investis, qui ont pris du temps, qui ont utilisé ces aides pour transformer peut-être un appartement, un logement indigne en quelque chose de plus, dirais-je, qualitatif. Action Logement accompagne le développement de Sarreguemines en facilitant l'accès au logement pour les futurs salariés des entreprises qui s'installent dans la région. Alors Action Logement est l'opérateur du lien emploi-logement. Nous sommes le gestionnaire de la participation des employeurs à l'effort de construction. Nous intervenons dans le logement des salariés du secteur privé. Donc nous facilitons l'accès au logement et le parcours résidentiel. Les besoins en logement à Sarreguemines sont d'autant plus grands avec la future implantation de la Gigafactory Holosolis sur Ambar. Holosolis et Action Logement, c'est un partenariat qui est important pour nous structurellement parce que, comme on l'a dit, c'est 1900 emplois chez Holosolis, donc c'est 1900 employés qu'il va falloir loger sur le territoire. Action Logement a investi plus de 2 millions d'euros sur la seule ville de Sarreguemines pour réhabiliter une 50aine de logements. Pour conclure cette déambulation, une soirée d'information a été organisée à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Destinée aux bailleurs privés et aux professionnels de l'immobilier, la conférence a permis à Action Logement et ses partenaires de présenter leurs solutions pour mieux louer, rénover et investir. Plusieurs dispositifs sont proposés pour accompagner les propriétaires bailleurs, tels que la rénovation énergétique, la prévention des impayés et l'investissement locatif. Maintenant, traversons l'histoire et la frontière. À Ormersviller, à la frontière avec l'Allemagne, un espace avec des bancs raconte une grande histoire transfrontalière. Sur le sol allemand, un nouveau mobilier en bois a été installé. C'était l'occasion pour les élus allemands et français de se retrouver lors de leur traditionnelle rencontre transfrontalière. Un reportage signé Emilia Zehl. Élus allemands et élus français étaient réunis hier à la frontière à Ormersviller. La réception du nouvel ensemble de bancs et de tables était l'occasion d'organiser la traditionnelle rencontre transfrontalière. Je pense que cette réunion est très importante, tout simplement à cause de l'amitié franco-allemande. Nous avons de très bons contacts avec le maire d'Ormersviller, Marcel Vogel. C'était déjà le cas avant que je sois maire, quand on a installé l'approvisionnement en eau potable ici.
wie wir hier die Trinkwasserversorgung aufgebaut haben. Le nouveau mobilier est installé du côté allemand depuis une semaine dans ce lieu rempli d'histoire. Avant 1957, la Sarre était annexée à la France. Donc il y avait libre passage entre les populations et donc la frontière n'était pas du tout fermée. Mais suite au référendum de 1957, la Sarre est passée allemande et la frontière était subitement fermée par une barrière et poste de douane. Donc plus de passage possible et ça a généré beaucoup de problèmes pour les frontaliers. Et donc les maires de Brenschelbach et notre ancien maire de Romerswiller, Roger Sprunk, se sont mis ensemble et ont travaillé sur ce dossier. Et puis pour marquer ce rassemblement, la disparition du poste de douane, la barrière, les anciens élus ont placé un banc. Et chaque année ou tous les 2 ans, ils se rencontrent pour marquer le coup et retracer cette histoire. Voilà. Le projet du nouveau mobilier en bois a été lancé par la ville de Kees-Castel. Un panneau touristique expliquant l'historique du lieu sera prochainement installé. Le projet aura coûté environ 7 000 €, subventionné en grande partie par des aides allemandes. 2 autres bancs et une table sont aussi installés du côté français et seront remplacés à cause de leur vieillesse. À Sarreguemines, le marché bi-hebdomadaire s'est tenu aujourd'hui sur la place du marché fraîchement rénové. Les élèves du lycée professionnel Simon-Lazare y ont proposé gratuitement leur traditionnelle soupe de légumes de saison. Cette initiative est rendue possible grâce à un partenariat entre le syndicat des marchés de France en Moselle, la ville de Sarreguemines et les marchés de Sarreguemines-Confluence. Un petit encas gastronomique bienvenu en ce début d'automne. Restons à Sarreguemines où un temps d'échange a été organisé à l'espace entreprise. Élus locaux et chefs d'entreprise étaient invités à faire le point sur la pépinière et notamment sur le dispositif A2I. Un reportage de Dimitri Klaus. Nouvelle réunion à l'espace entreprise de Sarreguemines. Afin de faire le point sur les dernières actualités, une rencontre entre les élus locaux et 3 entreprises basées sur le site a eu lieu. Ce moment d'échange a également permis de mettre en valeur tout le travail qui est fait ici. C'était l'occasion de voir un peu, de refaire le tour du travail effectué par Espace Entreprise. Espace Entreprise est à la disposition de ceux qui veulent lancer une entreprise, se lancer dans l'aventure, sans avoir les reins encore au départ et l'expérience, les reins assez solides pour démarrer. Donc, nous avons un service, un suivi, une prise en charge, une prise en compte qui leur permet de lancer leur activité avec une forme de sérénité sur le territoire, en cordon ombilical avec la communauté d'agglomération qui a la compétence développement économique. Après ce moment d'échange, chacun a pu présenter sa société, son domaine d'activité. Depuis plus de 30 ans, cet espace permet d'accompagner les créateurs d'entreprises en ayant accès à un grand nombre de services et avec un but final. Notre objectif, c'est d'accompagner l'entreprise vers une zone d'activité de la casque. Donc des zones d'activité, je rappelle, il y en a 12, artisanales, industrielles, commerciales. Et donc l'idée, c'est que derrière, ils s'installent dans un bâtiment existant ou alors au titre d'une construction, dans une de ces zones d'activité. C'est une formule qui fonctionne, qui a fait ses preuves et qu'on essaye de faire perdurer parce que je crois qu'on rend service. Le dispositif A2I a aussi été évoqué. Ce coup de pouce financier intervient auprès des petites entreprises qui souhaitent investir sur le territoire de la Casque. Place au battle pour Loane et Juliana. Retrouvez ces 2 jeunes talents de The Voice Kids demain soir sur TF1. Loane, originaire de Sarreguemines, est dans l'équipe de Lara Fabian et Juliana Deutin dans celle de Claudio Capéo. Pour rappel, ils sont tous 2 élèves de Marina D'Amico et ont fait sensation lors de leur audition à l'aveugle. Cette fois, ils devront se démarquer face à d'autres candidats. Vont-ils poursuivre l'aventure et atteindre la demi-finale? Réponse demain. Le temps était doux cette semaine, j'espère que vous avez pu profiter des rayons du soleil. Voyons maintenant ce que nous réserve Sandrine pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est un beau week-end qui nous attend dans la continuité de ces derniers jours. La journée de demain sera encore très ensoleillée avec des températures agréables. Les minimales iront de 11 à 13 degrés, les maximales de 22 à 23 degrés. Demain nous fêtons les Mathieu et il fera jour de 7h17 à 19h31. Passez tous une belle journée et un très bon week-end.
Partons maintenant à la découverte du monde agricole. Camille nous emmène à la rencontre de plusieurs agriculteurs français et allemands. À travers son émission Grenzenlos, elle va aborder différentes thématiques comme l'élevage et la solidarité. Regardez. Bonjour tout le monde, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission transfrontalière Grenzenlos de ce mois de septembre. Alors pour cette nouvelle saison, on va consacrer ce tout premier numéro au monde agricole. On va partir à la rencontre de plusieurs agriculteurs pour aborder plusieurs de leurs thématiques. Und jetzt geht's los! Élever des bêtes françaises et allemandes sur une seule et même ferme, c'est le quotidien de Jean-Claude Michel, éleveur à Biskerswiller. Une exploitation française qu'il a reprise il y a 5 ans, sans se douter que cette aventure apporterait son lot de complications. Dans ce contexte, la solidarité entre agriculteurs est un réel plus. À qui peut-on s'adresser si l'on a besoin d'un soutien matériel ou humain? La Maschinenring est un organisme d'entraide agricole très répandu en Allemagne. Vous verrez l'exemple de Zweibrücken. Pour se faire connaître auprès des consommateurs, certains agriculteurs organisent des visites de leur ferme. On ira découvrir Terre de l'Est, une exploitation maraîchère à Rosbrück. Elles pâturent aujourd'hui sur les mêmes prairies et logent sous le même toit. Cette exploitation agricole de 70 hectares abrite aujourd'hui un troupeau de vaches françaises et allemandes. Un élevage qui s'est formé suite à la reprise de cette exploitation agricole par Jean-Claude Michel il y a 5 ans. Allez, cop! Implanté à Abkirchen, cet éleveur a décidé d'importer 14 vaches de l'Allemagne vers la France pour s'en occuper sur cette exploitation. L'origine de ces bêtes est facilement reconnaissable grâce à leur boucle d'oreille. Les Françaises ont une inscription en orange, tandis que les Allemandes ont une étiquette jaune. Les femelles vivent aujourd'hui dans cet étable aux côtés des veaux auxquels elles ont donné naissance. Jean-Claude Michel, hallo, danke, dass Sie uns hier bei Ihnen empfangen. Sie halten Kühe aus Deutschland und Frankreich, das heißt, Sie haben deutsche Kühe nach Frankreich importiert und eigentlich gibt es heute keine Grenzkontrolle mehr, so gesehen, ne, für uns Personen zwischen Deutschland und Frankreich. Aber wie sieht es denn aus mit den Kühen jetzt, die jetzt von Deutschland nach Frankreich gebracht werden? Jetzt sind sie in Frankreich, wenn die Kühe jetzt wieder nach Deutschland kommen, müssen die wieder andere Pässe kriegen, deutsche Pässe. Und das ist alles nur einmal Tierarzt und Kosten. Aber das ist schon merkwürdig, das heißt, es gibt tatsächlich einen Rinderpass, der existiert? Ja, wie Pass von den Menschen. Okay. Da ist Datum, da ist die Uhrmarke drauf, da ist Geburtsdatum drauf, alles drauf. Okay. Was bedeutet das für Sie ganz konkret jetzt, diesen Pass dann zu haben? Und Pässe muss man ja haben, die deutsche Pässe. Sobald wir die dann rumgemacht wäre auf Französisch, muss ja Pass pro Tier, hat jeder einen Pass, wie ein Mensch einen Pass hat, für, bis zum Schlachthof. Okay, also bis zum Schlachthof, dann kann es schwieriger werden, so wie ich es verstehe. Ohne Pass keine Tiere weg. Verstehen das nicht? Wenn ich deutsche Kuh importiere auf Frankreich, dass ich da trotz Gesundheits alles in Ordnung ist, muss da in Frankreich auch nochmal Tierarzt, Quarantäne und alles. Und dann, wenn ich sie verkaufe, kriege ich 1 Euro weniger wie eine französische Kuh. Das heißt für Sie zusätzliche Zeit investieren oder noch mehr Geld? Ja, sicher, mehr Geld und Zeit. Weil verlieren dann die Kühe dadurch ein bisschen an ihren Wert, ursprünglichen Wert? Ja, Wert nicht genau, aber wenn der Händler mir oder derjenige, wo sie kauft, sagt, ich kriege 1 Euro weniger, nur weil sie DE haben und kennen FR an der Ohren und dann ist so. Ja, bei dem Weiterverkauf dann von den Tieren jetzt an der Grenze. Ja, okay. Ja, vielen Dank für Ihren Bericht jetzt über Ihre eigene Erfahrung als Hälter hier an der deutsch-französischen Grenze. Cette histoire de passeport pour le bétail me semble vraiment bien compliquée. C'est pourquoi on a vraiment besoin d'avoir un peu plus d'explications sur comment ça fonctionne exactement et quelle est un peu cette histoire de passeport pour le bétail. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on voit un expert ici sur place à Biskerswiller. C'est Jacqueline Marx qui est spécialiste justement dans tout ce qui est question de négoce dans le bétail. Et on va le rejoindre tout de suite.
Alors Jacques et Max, bonjour. Je disais à l'instant, vous êtes négociant donc, dans tout ce qui est bétail, acheteur, si je puis dire, pour faciliter un peu les choses. Et donc vous connaissez bien toutes ces questions de passeport, tout ça. Mais c'est quoi cette histoire en fait? À chaque fois, il faut avoir une photo d'identité ou quoi pour chaque bête ou, C'est cette Europe auquel je tiens, comme beaucoup de monde. Mais commercialement, ça nous pose d'énormes problèmes. Et il y a eu une période où nous exportions beaucoup d'animaux à engraisser, là tout de suite en SAR. C'est devenu impossible puisque les gens ont beaucoup de mal à partir du moment où ces animaux sont au stade de finition pour être abattus. Alors je vais vous expliquer, on va rentrer un peu dans le détail. Donc au bout d'1 an, ces animaux sont finis et l'éleveur allemand fait venir son acheteur allemand. Donc cet acheteur vient et il voit de très belles bêtes. Oh, qui dit c'est des très belles bêtes ça. C'est de votre élevage? Non, je vais vous expliquer. Je les ai achetées dans le pays où il y a du bon vin, du bon fromage, du bon pain, beaucoup de bonnes choses agroalimentaires et surtout de la bonne viande, des animaux spécifiques pour la viande. Donc voilà, je voulais vous vendre des animaux maintenant de ce style-là. Alors l'acheteur allemand répond « Ah oui, mais écoutez, à ce moment-là, il y a un problème. Je ne peux pas vous les acheter. » Mais comment ça? Ben oui, moi j'ai un cahier des charges qui me dit « 3D », c'est-à-dire « Deutschland geboren, Deutschland gefüttert, Deutschland geschlachtet ». C'est à savoir que né en Allemagne, engraissé en Allemagne et tué en Allemagne. Or là, il me manque un. C'est pas possible, je ne peux pas les acheter, c'est pas une histoire de prix. Donc l'éleveur se retrouve avec ce problème, appelle d'autres négociants qui auront le même problème parce que eux, dans les grands abattoirs où ils livrent, les grossistes, ils ont beaucoup de mal à acheter du bétail autre que allemand, justement parce qu'à ce moment-là, ils rentrent du bétail français et donc voilà, il manque un dé. Donc, cet éleveur, on va dire qu'il habite là en frontière, il me rappelle, il dit « Mais Jackie, écoute-toi, j'ai des soucis, est-ce que tu pourrais me les racheter ?» À supposer que l'éleveur où nous sommes, Jean-Claude Michel, il peut avoir là une 20aine d'animaux à vendre, mais qu'il avait lui importé d'Allemagne, mais qui sont devenus français. Sauf avec le passeport qu'il a maintenant, qui est un passeport comme celui-ci, qui est le vrai passeport français, tout en haut figurera là pays naisseur DE, Deutschland. Donc avec ça, ça ne m'est pas possible de les négocier ici en France. Et du coup, il n'y a vraiment pas de solution au problème, si je comprends bien. La solution, ça serait presque d'avoir un logo européen plutôt que allemand ou français sur le passeport. J'ai d'ailleurs jamais compris comment ça, on n'a pas de logo européen. D'ailleurs, j'ai appris dernièrement que 75% du poisson et des crustacés sont importés en France, c'est-à-dire 2 millions de tonnes par an qu'on rentre en France. Il n'y a pas un chat qui demande d'où ça vient. Alors qu'il y a cette problématique. Mais ma vache qui se trouve à 0 km, puisque nous sommes accolés à l'Allemagne, nous sommes accolés à l'Europe, il y a des barrières invisibles. Donc avant, quand il y avait la douane, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, où toutes les barrières sont ouvertes, mais il y a des barrières de paperasse. Oui, des barrières européennes qui sont ouvertes, mais pas pour le bétail, c'est ça. Et beaucoup de ces gens-là qui ont inventé ces choses-là sont déconnectés des réalités de la vie basique. Et donc voilà. Si je comprends bien, c'est une affaire qui reste quand même compliquée aujourd'hui, mais bon, vous reconnaîtrez qu'à la fin, il faut quand même qu'on puisse goûter à de la bonne viande des deux côtés de la frontière. Et c'est pour ça que l'on va voir ça tout de suite en images dans ce labo présenté par Tom Kututa. La France, le pays des gourmands. Oh, les plats que j'ai goûtés ici, les repas que j'ai mangés, c'est incroyable. Franchement, je ne pourrais pas me plaindre de ce que je trouve sur l'assiette tous les jours en France. Le problème, c'est plutôt les horaires où on me sert ces assiettes. Ça commence déjà le matin.
Je vous ai déjà montré une autre fois à quoi ressemble un petit déjeuner allemand. Bon, j'avoue que des petits déj comme ça, c'est plutôt le week-end, mais même en semaine, beaucoup d'Allemands ne sortent jamais de la maison avant d'avoir pris un petit quelque chose à manger. Je ne me suis encore pas habitué à devoir commencer ma journée en France sans avoir mangé. Mais la misère ne s'arrête pas le matin. Vous voyez, il me semble que les Français ont une sorte d'horloge intérieure, car tous les jours, à partir de 12h pile, il se passe la même chose, que ce soit en réunion, au téléphone ou juste en discussion entre amis. On peut faire ça. Après, ouais, pour lundi, je pense que ce sera mieux pour ce tournage. Par contre, je te laisse, Tom. Il est midi. Faut que j'aille manger là. J'ai faim, il est midi. On se retrouve tout à l'heure. Ok. Mais incroyable. Mais ça me rend fou. En Allemagne, c'est beaucoup plus flexible. Le ventre encore bien rempli du petit déjeuner, nous ne dépendons pas autant du repas de midi. 10h30, midi ou 15h, peu importe, on mange quand on a le temps. Dernièrement, les temps du dîner sont très différents aussi. Ma collègue m'a invité chez elle un soir, donc je suis arrivé à 17h30 en m'attendant à un repas vers 18h ou 19h grand max. Mais au lieu de manger, on parle, et on parle, et on parle, et je crève de faim. Ça déjà, mais bon. Ouais. Et voilà quoi. Ah bah, il est 21h. Ouais, j'avais ok, ouais. T'as faim peut-être? Oui, quand même, ouais, j'ai faim. T'as faim? Bon bah, parfait, c'est l'heure de manger. Oui, allez, ouais. Bon, au moins, je sais que l'attente va valoir le coup. Je peux toujours faire confiance en la cuisine française de me servir un plat impeccable. Mais non, c'est quoi ça encore ? Alors plus sérieusement, Tom, les problématiques des agriculteurs ne s'arrêtent pas seulement à l'élevage ou encore au passage de bétail des deux côtés de la frontière, côté français ou côté allemand. Face aux difficultés, les agriculteurs savent être inventifs et surtout solidaires. C'est ce que l'on va voir dans ce reportage concernant la Maschinenring à Zweibrücken. En 1960, le premier Maschinenring a vu le jour en Bavière. Il s'agit d'une organisation d'entraide pour les agriculteurs. Quelques années plus tard, le Maschinenring du sud-ouest du Palatinat Kaiserslautern a été créé à Zweibrücken. Der wurde am 13. Januar 1970 in Rieschweiler Mühlbach in der Turnhalle gegründet. Von damals etwa 130 Leute. Heute haben wir 400, also es hat sich gut gemacht. Es haben ja auch etliche Betriebe schon aufgehört und der Strukturwandel wird immer weitergehen und dann sind auch Betriebe da, ja, die eben kündigen, weil sie den Betrieb aufgegeben haben. Deswegen sollte man sich immer auch mit den Nachbarinnen gut halten und gute Zusammenarbeit pflegen. Vielleicht gibt es ja in Zukunft dort mal eine Fusion, es ist ja nichts mehr ausgeschlossen. Es wird sich noch sehr viel ändern. Pour offrir tous ces services, l'organisme a créé une filiale, l'AS-DLU, le service agricole, prestation de services pour l'agriculture et l'environnement. En plus des machines, équipements et remorques que l'on peut emprunter si on en a besoin, l'accent est mis sur l'aide dans l'exploitation. Par exemple, si un agriculteur tombe malade, des membres sont à sa disposition pour prendre temporairement en charge le travail. Ils le font en dehors de leur propre activité. Rémunérer ces aides agricoles est donc crucial pour attirer de nouveaux candidats. Hier machen wir Winterdienst, Grüngutverwertung für die Kreisverwaltung. Ja, und eben die Betriebshilfe, was ich schon mal erwähnt habe, und führe einmal für Kommunen noch Arbeiter aus, je nachdem, was das ist, wenn wir die passende Maschine dazu haben, oder vermittle das dann irgendwie weiter an noch Partnerbetriebe oder was man da eben haben, wo man eine Firma, wo das zum Beispiel machen kann. Parmi les travaux les plus fréquents, on trouve la récolte des céréales et la préparation de l'ensilage. Les équipements coûteux sont partagés, ce qui permet une meilleure utilisation dans l'organisme. Le service hivernal est particulièrement sollicité par les grandes entreprises et les chaînes de supermarchés, où il faut dégager d'immenses parkings dès les premières heures du matin en cas de verglas ou de neige. Pour pouvoir emprunter des équipements et bénéficier de l'aide à l'exploitation, il n'y a qu'une seule solution. Gut, Sie müssen auf jeden Fall mal Mitglied sein beim Maschinenring. Dann
müssen sie sagen, oder es geht mal eine Liste rum, folgende Arbeiten kann ich noch anbieten oder die Maschine kann ich zur Verfügung stellen. Und dann haben wir so eine Liste und wenn dann eine Anfrage kommt, vermitteln wir das unter den Landwirten weiter. Das ist immer gut, weil man auf viele Mitglieder zurückgreifen kann, die bereit sind, noch was zu machen und auch dementsprechende Maschinen oder Equipment zur Verfügung stellen kann. L'organisme est ouvert à une coopération transfrontalière. Des membres français en ont déjà fait partie. À l'échelle nationale, 240 machineries soutiennent environ 190 000 exploitations agricoles. Chaque organisme fait partie d'une des 12 associations régionales. Grâce à leurs solutions pour relever les défis économiques et sociaux, ils contribuent au développement des zones rurales et jouent un rôle crucial dans le renforcement de l'agriculture. La solidarité entre agriculteurs, ça se passe vraiment des deux côtés de la frontière. Et vous en savez quelque chose, Monsieur Kirsch, Alexandre Kirsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président des jeunes agriculteurs du côté du Pays de Bitche. Et justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des exemples d'organismes d'entraide qui peuvent exister comme ça, notamment en France ? Notamment en France, en termes d'organismes, on a des CUMA. C'est un principe de matériel qu'on achète en commun et qu'on se partage avec différents agriculteurs, par exemple. Ça permet d'avoir des machines conséquentes, toujours récentes, et d'avoir un matériel performant toute l'année. Et le seul problème des CUMA, c'est par exemple sur une machine comme une faucheuse, avec une météo catastrophique comme cette année, la faucheuse va vouloir être utilisée le même jour par tout le monde, et là c'est un peu délicat. C'est-à-dire que ça existe, mais c'est quand même limité dans le recours que l'on peut en faire, c'est ça ? Oui, c'est quand même limité, c'est assez réservé pour certaines machines. C'est pas compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il y a des endroits où je sais que des grosses CUMA qui fonctionnent très bien, avec des chauffeurs employés par une CUMA. Mais dans le secteur de Sarreguemines Beach, il y a des petites CUMA de 5-6 agriculteurs, mais c'est jamais très gros, quoi. Comment ça marche concrètement ? Il faut s'inscrire, il y a une adhésion, comment ça fonctionne ? Alors oui, il me semble qu'il y a des parts sociales et qu'au niveau d'une CUMA, si on est par exemple 6 agriculteurs, les 6 agriculteurs ne sont pas obligés d'acheter la même machine. Il y en a seulement 2 ou 3 qui peuvent avoir une certaine machine et après c'est un tarif qui se fait lors de l'utilisation, soit au nombre d'heures, soit au kilomètre, tout dépend de la machine. Vous donnez aussi comme ça des coups de main entre agriculteurs, même au sein même du Pays de Bitche, j'imagine au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres types d'entraide qui se mettent en place comme ça au quotidien ? Il y a une entraide déjà syndicale quand même, mine de rien. On est quand même regroupés, les jeunes agriculteurs, on est quand même regroupés entre jeunes au moins une fois par mois pour des assos, pour même échanger entre nous. Il y a des aides aussi entre guillemets morales, quoi. On met toujours une oreille pour le voisin ou un coup de main. Ou là, la semaine prochaine, je pars en vacances. Voilà, je sais que je peux appeler le voisin. S'il y a un problème de machine, on peut appeler le voisin aussi. Il y a plusieurs entraides qui peuvent se faire, bien sûr. Alors justement, on se trouve à 2 pas de la frontière avec l'Allemagne et c'est vrai qu'il y a eu des gros mouvements en début d'année des deux côtés de la frontière, que ça soit la grosse mobilisation à Sarrebruck ou encore ce que l'on peut avoir encore comme image actuellement, c'était la mobilisation du côté de Framar-Merlebach, le péage d'autoroute. Qu'en est-il entre-temps ? Est-ce que ce lien avec les agriculteurs allemands, il est maintenu ? Vous continuez à vous rencontrer ou comment ça se passe actuellement ? C'était un peu un one-shot, si on peut dire. Ils manifestaient de l'autre côté, sur Sarrebruck. Nous, on était sur Frémin, on a eu des échanges. En Allemagne, la Polizei commençait déjà à gentiment les évacuer, alors que nous, on a tenu plusieurs jours en France. Donc ils sont venus effectivement nous rejoindre, nous soutenir avec leurs tracteurs sur l'autoroute. Et ça, d'un point de vue Allemagne, d'un point de vue manifestation, c'est quelque chose d'historique. Parce qu'on parle encore aujourd'hui quand même d'agriculture européenne, si je puis dire. Donc il y a des revendications, il y a des mêmes combats entre agriculteurs des deux côtés de la frontière. Clairement, je veux dire, le problème est généralisé. Je veux dire, le gros problème en Allemagne, je ne le connais pas plus que ça, mais je pense que c'est comme nous. Les intrants sont de plus en plus hauts, nos produits sont toujours au plus bas. Et eux, ils ont encore une conduite un peu plus bio, on va dire, que nous. Mais eux, ils ont aussi beaucoup plus de contraintes européennes que nous et puis ils connaissent aussi la concurrence qui arrive, qui ont un cahier des charges différent, qui est presque inexistant, avec des matières qu'en Europe on n'a pas le droit d'utiliser. Donc voilà, c'est de la concurrence déloyale.
Alors justement, Alexandre Kirch, une piste d'ouverture pour l'agriculture, si je puis dire, on n'y pense pas assez, c'est de passer des vacances à la ferme. Alors c'est vrai, c'est un peu le principe de l'agritourisme, ça se développe de plus en plus. On peut y passer, voilà, le temps d'une journée, découvrir un peu le métier des agriculteurs. Et c'est ce que l'on va voir dans ce reportage réalisé par Émilie Capodici. À 2 pas de la frontière allemande, à Rosbrück est née Terre de l'Est, la première exploitation maraîchère en permaculture de Moselle. C'est à l'été 2020 que Jérôme Bartz et Angelo Sardu ont décidé de se lancer sur ce terrain où ils cultivent des variétés anciennes de fruits et de légumes. Un projet motivé par l'envie de revenir à des méthodes plus raisonnées et respectueuses de la nature. La permaculture, c'est trouver le moyen de coopérer avec la nature plutôt que de continuer dans un système où on exploite, où on est seulement dans le principe de chercher l'argent au détriment de l'intelligence de la nature et de trouver des corrélations, si vous voulez, intelligentes, en mixant des variétés de plantes plutôt que de mettre des produits phytosanitaires. Un exemple avec l'oignon. Au lieu de mettre du soufre, on va simplement planter des oignons à côté de nos variétés de plantes qu'on veut protéger et ça va naturellement métaboliser le soufre. Plusieurs fois dans l'année, ils ouvrent les portes de l'exploitation aux visiteurs de la région venus découvrir cette conception de l'agriculture encore peu pratiquée dans nos régions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça, donc on essaie toujours de trouver une date qui correspond un petit peu à tout le monde et surtout où le jardin est intéressant à voir. Les gens aiment venir parce qu'ils ont besoin un petit peu de retrouver des valeurs naturelles, c'est pas forcément quelque chose où on est tout le temps à l'affût de est-ce que c'est chimique, est-ce que c'est dangereux pour notre santé, donc ils ont besoin d'un retour aux sources et au naturel. Des visiteurs parmi lesquels de nombreux Allemands. C'est en développement dans les deux pays, je pense. Après, les Allemands, ils ont un petit temps d'avance parce qu'ils ont toujours été un petit peu plus connectés sur l'aspect écologique, d'après ce que je sais. Mais oui, je pense que c'est un phénomène en plein essor un petit peu partout. Il y a même une cliente qui fait partie d'une association de jardiniers amateurs et qui organise des visites avec son groupe ici. Et elle s'occupe de faire la traduction pour que ce soit assez fluide au niveau de la compréhension, des termes techniques et tout ça, de jardinage et tout. En plus de ces visites et de la vente de leur production sur place 4 jours sur 7, Jérôme et Angelo souhaiteraient développer encore davantage leur activité avec comme prochain projet l'installation d'une yourte. Alors déjà, ça va nous permettre de pouvoir travailler sur place pour faire tout ce qui est transformation des aliments, mettre les légumes en bocaux et tout ça. Et éventuellement aussi encore construire des cabanes dans les arbres pour faire venir des woofers. Donc ça, c'est des personnes qui pourraient nous aider à travailler dans la ferme ou des personnes qui sont en recherche d'un logement insolite pour les week-ends et qui aimeraient un petit peu faire une petite escapade dans la nature. Séjour à la ferme, woofing, des pratiques qui se développent de plus en plus des deux côtés de la frontière, preuve que Français comme Allemands souhaitent la même chose, retrouver un certain rapport à la terre. Alors on vient de le voir à l'instant dans ce reportage d'Émilie Capodici, l'agritourisme se développe de plus en plus ces dernières années dans le monde agricole. Est-ce que justement, selon vous, c'est une solution, c'est un moyen de diversification dans le monde agricole ? Je pense que si l'agriculteur a envie de le faire, je pense que c'est une bonne idée. On a quelques exemples, par exemple avec la ferme du Kleinwald ou la ferme Lang à Omersviller. Donc d'une ferme qui se diversifie grâce à des portes ouvertes, grâce à de la vente directe de leurs produits locaux. Ça leur permet d'avoir des clients en plus, une autre visibilité. Donc je pense que oui, c'est une bonne idée quand l'agriculteur en a envie. Parce qu'après, je pense qu'il y a de nouveau ces histoires de normes et toutes ces choses-là quand on accueille du public sur nos fermes. Donc je pense que si l'agriculteur en a envie, c'est une bonne idée. Oui. C'est aussi, ça nécessite du temps, de la préparation. Ah oui, on voit ils ont des heures pour le passage, c'est une organisation. Ça demande aussi de la main-d'œuvre, ça demande du temps. Bon, le temps, on n'en parle pas souvent en agriculture, mais c'est vrai que ça prend du temps et puis il faut en avoir envie surtout. Oui, et les agriculteurs ont déjà besoin de temps pour réaliser toutes les tâches qu'ils ont à réaliser au quotidien. C'est ça, c'est un peu ça le problème. Oui, on comprend bien.
Herr Michel, zum Thema Agrartourismus, was halten Sie eigentlich davon? Ist es jetzt eine Art und Weise, etwas anderes anzubieten und vor allem so diese Verbindung mit den Konsumenten dann zu verstärken? Ich bin dieselbe Meinung wie der Herr Kirsch, dass die Leute von der Stadt mehr rauskommen aufs Land und mal sehen, wie das so statt geht in der Landwirtschaft und woher was sie essen, was wir erzeugen. Okay. Vielen Dank, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission de Grenzenlos, le numéro du mois de septembre consacré aujourd'hui à l'agriculture en direct de la ferme de Jean-Claude Michel depuis Blies-Carswiller. Donc l'agriculture européenne, on l'a vu, c'est bien plus complexe que l'on aurait pu l'imaginer, surtout avec ces histoires de passeports. Même si la volonté de coopérer des deux côtés de la frontière reste bien réelle, que ce soit du côté des agriculteurs allemands comme français, et on aura l'occasion d'aborder de nouvelles thématiques européennes et bien sûr transfrontalières dans ce prochain numéro de Grenzenlos, ça arrive au mois d'octobre. Et d'ici là, je vous dis au revoir, tschüss und bis zum nächsten Mal.